Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le droit a le goût de la taxonomie. En cela, il s'entend très bien avec la zoologie. Ce sont deux machines à classer. La différence est que la zoologie se contente de décrire. Le droit ambitionne de prescrire. La zoologie veut trouver un ordre dans le monde, trouver un ordre. Le droit veut en imposer un. Par conséquent, les catégories juridiques sont souvent liées à des valeurs, à des priorités. Notamment, elles sont presque toujours élaborées en fonction du rapport des choses à l'homme et à ses besoins. Une autre différence est que les juristes se cantonnent généralement à des grandes catégories. Ils divisent en 2, 3, parfois 4 niveaux, mais leur système n'atteigne certainement pas les dizaines de niveaux dans lesquels s'articule par exemple le système de nomenclature des espèces vivantes créé par Carl Linné. Mais nous ne faisons pas d'illusions, nous pouvons multiplier les niveaux de classification à volonté, définir des classes de plus en plus particulières. La réalité multiforme échappera à tous les efforts pour la faire entrer dans des cases, que ce soit par les juristes, les zoologues ou d'autres scientifiques. D'où d'ailleurs l'incongruité de l'un des reproches souvent faits aux législateurs de ne pas avoir prévu tel ou tel cas lors de la rédaction d'une norme. C'est un reproche peu généreux, précisément parce que personne ne peut prévoir tout ce que la nature mettra sous nos yeux. Et après tout, disons-le, ce qu'il y a de plus fascinant, c'est justement la nuance, l'interstice, l'irréductibilité à toute catégorie. Qu'est-ce que l'extraordinaire, au fond, sinon ce que sort de l'ordre? En matière de droit, il faut en outre considérer que les cas limites, ceux qui tombent dans des zones grises, ont une fonction importante. Ils servent en quelque sorte de banc d'essai. En mettant en évidence la faille, ils contribuent à vérifier l'étanchéité de l'architecture. Les cas limites sont les poissons pilotes des réformes. Nous voici revenus aux animaux. Lors de la séance précédente, nous avons d'abord étudié les animaux domestiques. Revoyons ici les catégories dans lesquelles les juristes les classaient. D'abord, les Romains ont conçu les res mancipi, qui incluaient les animaux des traits et des sommes, ensuite les quadrupedes pecudes, auxquels la loi Aquilia accordait une protection renforcée. Nous allons revenir dans ce cours sur la loi Aquilia. Les pecudes incluent aussi les brebis et par les biais d'une analogie également les suidés. Les chiens restaient en dehors des pecudes et cette exclusion à elle seule montre que la catégorie des quadrupedes pecudes était étroitement liée à l'économie rurale, car l'entretien des troupeaux était pour les anciens agriculteurs la source la plus féconde des richesses. Ce constat vient d'un grand propriétaire terrain du 1er siècle après Jésus-Christ, Columelle, dans son traité sur l'agriculture, écrit sans doute sous le règne de Claude. C'est pourquoi, ajoute Columelle, les mots pecunia et peculium paraissent venir de pecus, pecudes, car les anciens ne possédèrent que ces biens, les animaux de troupeau,
et encore aujourd'hui, certains peuples n'ont pas d'autres espèces de fortune. Après le gros bétail et le petit bétail, venaient les bipèdes, eux aussi classés en fonction de leur importance pour une exploitation économique. Ce sont notamment les volailles de basse-cour et en particulier les poules et les oies. Tous ces animaux domestiqués, quadrupèdes et bipèdes, ont la caractéristique suivante, juridiquement, du point de vue juridique. Une fois que ces animaux ont été acquis par quelqu'un, ils restent en sa propriété, que leur maître en garde la possession ou que les animaux se soient enfuis. Par la domestication, les animaux ont reçu une marque indélébile, celle du droit. Nous avons aussi pris connaissance de la catégorie opposée, celle des animaux que l'on peut capturer sur terre, sur mer ou dans les airs, c'est-à-dire les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons. Ce genre d'animaux appartiennent à ceux qui les capturent. Mais dès qu'un animal de ce genre a échappé à notre garde et recouvre sa liberté naturelle, il cesse de nous appartenir et peut être acquis de nouveau par celui qui s'en empare. À ces propos, Gaius précise: il est censé avoir recouvré sa liberté naturelle dès qu'il est sorti, donc il est en train de parler d'un animal sauvage, dès qu'il est sorti de la portée de notre vue, ou même quand il reste bien dans nos champs de vision, mais de manière qu'il soit difficile de le poursuivre. Alors, ce dernier point est un aspect important de la question et d'une certaine manière, ça va demeurer l'arrière-plan, toile de fond de notre cours d'aujourd'hui. Il s'agit des limites dans lesquelles la garde d'un animal sauvage doit s'exercer pour continuer à subsister. Pour bien cerner l'importance pratique de la question, considérons-en les conséquences. Si je perds la garde d'un animal sauvage, même si c'est le passereau que je garde chez moi enfermé dans une cage et qu'il s'enfuit de sa cage, il cesse de m'appartenir et un autre, je sais, pour les maîtres d'un passereau, je sens le frisson, il cesse de nous appartenir et un autre peut en prendre possession, en devenir le propriétaire. Mais si je pense que l'animal est encore sous mon contrôle, par exemple, je le vois se poser sur un toit de la maison d'en face, alors, si un tiers le prend, je pourrais l'accuser de vol. Donc, comprenez que établir si l'animal était ou non sous ma garde fait toute la différence. Alors, nous avons d'une part la propriété stable des animaux domestiques et de l'autre part une propriété évanescente des animaux sauvages. Alors, tout cela, c'était un petit rappel, mais tout cela, nous l'avons appris en rapport à ces deux catégories bien distinctes d'animaux domestiqués et sauvages. Aujourd'hui, ces seront, donc on l'a appris par rapport à deux catégories bien distinctes. Il y a aussi cette ligne qui les divise, les sépare. Aujourd'hui, on va s'interroger sur des catégories intermédiaires
notamment un étrange groupe d'animaux qui ont l'habitude d'aller et de revenir dans un va-et-vient entre nature et culture, un entre-deux qui, comme toute zone grise, met en question les catégories trop rigides, mais en même temps contribue à les valider. Avant de nous mettre en quête de ces animaux mobiles, dont on ne sait jamais trop s'ils sont ou pas sous notre garde, écoutons la voix d'un immense classificateur, Aristote, qui attire l'attention sur d'autres animaux qui défient les frontières entre liberté naturelle et domestication. De tous les animaux sauvages, le plus facile à apprivoiser et les plus doux, c'est l'éléphant. On peut lui apprendre une foule de choses qu'il comprend puisqu'on l'instruit même à se prosterner devant le roi. Il a des sens exquis et il a d'ailleurs une sagacité supérieure à celle des autres animaux. Alors, on voit très bien, Aristote, point de départ, l'éléphant est un animal sauvage, mais il reconnaît en même temps que les éléphants sont d'une certaine manière les plus domesticables des quadrupèdes sauvages. Mais considérons comment Aristote justifie son opinion. Il adopte une perspective à la fois naturaliste, éthologique, et politique, qui véhicule une représentation de l'éléphant comme animal particulièrement proche de l'homme. Il serait vertueux, honnête, prudent, voire doté d'une religiosité propre, et toutes ces qualités s'exprimeraient dans sa reconnaissance du pouvoir humain, de l'autorité, de la figure du roi, du chef. Alors, c'est un lieu commun que 5 siècles après Aristote, à Rome, un poète à la fois irrévérent et opportuniste, Martial, met en valeur, décrivant dans l'un de ses épigrammes un éléphant qui, après avoir tué un taureau dans l'arène, rend hommage à l'empereur, s'agenouillant devant lui. Si cet éléphant qui vient de faire trembler un taureau t'adore pieusement et s'agenouille au César, ce n'est pas pour obéir aux ordres ou aux leçons d'un maître, crois-moi, il sent, ainsi que nous, la présence de ta divinité. Alors, l'éléphant fléchissant les genoux, vous voyez comme cette idée passe d'Aristote à Martial jusqu'à cette mosaïque, imitation d'une mosaïque ancienne, et qui reprend la petite histoire racontée par Martial. Alors, avec les chameaux, Aristote procède de la même manière, en proposant une anecdote un peu différente, vous allez le voir, qui attire le chameau dans le champ de la morale humaine. Les chameaux ne s'accouplent pas avec leur mère. Et si on veut les y contraindre, ils s'y refusent. Une fois, un chamelier, qui n'avait pas d'étalon tout près, enveloppa une mère de façon à la cacher et la livra à son jeune chameau. Mais pendant l'accouplement, le voile tomba. Le jeune chameau se borna pour le moment à consommer la copulation, mais peu de temps après, il tua le chamelier à force de le mordre. Alors, vous voyez, cette démarche ancienne, c'est pas vraiment, peut-être il y a quelque chose derrière cette anecdote, mais cette anecdote, ce n'est pas racontée de façon éthologique, comme un expériment, comme
comme quelque chose qui relève des sciences naturelles, mais plutôt sur le plan moral. Nous voyons ici ce chameau qui refuse de commettre ce que les hommes appelleraient un inceste, et piégé par l'homme qui semble ignorer les lois de la nature, punit l'homme. La façon dont les juristes romains traitent les chameaux et les éléphants est en harmonie avec l'approche d'Aristote. Les juristes considéraient sans aucun doute les chameaux et les éléphants comme des animaux sauvages. En cela, ils s'accordaient à la perfection avec le philosophe. En tant qu'animaux sauvages, ils étaient la propriété du maître, donc chameaux, éléphants, c'était sauvages, propriété du maître, tant qu'il en maintenait la garde, la possession. Autrement, si l'éléphant ou le chameau, ces animaux doux mais sauvages, s'échappaient, ils recouvraient leur liberté naturelle. Donc, ils étaient prêts pour être acquis par quelqu'un d'autre. Toujours dans les sièges d'Aristote, les juristes romains reconnaissaient aussi l'utilité économique des éléphants et des chameaux, qui se prêtaient bien aux travaux auxquels les animaux de trait et de somme étaient affectés. C'est pourquoi, tout en les considérant comme des animaux sauvages, les juristes romains ont accordé aux propriétaires de l'éléphant et du chameau, tués par entière, la protection renforcée du premier chapitre de la loi Aquilia. Protection renforcée du premier chapitre. Les éléphants et les chameaux sont presque mixtes car ils rendent les mêmes services que les bêtes de somme et ont néanmoins une nature sauvage. Ainsi, ils doivent être compris dans les premiers chapitres de la loi Aquilia. Alors, vous vous souvenez peut-être que la loi Aquilia punissait celui qui avait causé des dommages en tiers de façon illicite et qu'il y avait des catégories différentes et que la protection la plus forte était accordée par le premier chapitre. C'était une protection qui était accordée au propriétaire d'un esclave qui avait été tué ou au propriétaire de quadrupedes specudes qui avait été tué. Alors, tout le problème, c'est de comprendre est-ce que les éléphants et les chameaux, s'ils ont été tués, doivent jouir donc leurs propriétaires doivent jouir de la protection du premier chapitre de la loi Aquilia ou du troisième chapitre. Et les juristes disent que c'est la protection la plus renforcée du premier chapitre, parce que même s'ils ne sont pas, ils ne rentrent pas exactement dans la catégorie des quadrupedes specudes, ils font plus ou moins le même service. Donc, c'est du point de vue socio-économique qu'ils font cette analogie qui fait rentrer les éléphants et les chameaux dans le premier chapitre de la loi Aquilia. Alors, un aspect doit être souligné à l'aune de ce parallèle entre réflexion philosophique et jurisprudence. Aristote insistait sur les aspects psychozoologiques comparant les éléphants et les chameaux à l'homme. Donc, c'était le trait en commun entre l'éléphant qui se prosterne devant le roi, le chameau qui refuse de commettre inceste, sont ces traits qui l'accomunent aux hommes qui poussent Aristote à en faire une catégorie plus ou moins à part. Les juristes romains suivent une toute autre voie. Ils insistent sur le versant économique, sur le fait que ces deux animaux remplissent des fonctions de travail similaires à celles de bœufs et des équidés. C'est donc la valeur patrimoniale et non pas des anecdotes morales que les juristes mettent en avant. Bref, à chaque domaine, ses valeurs. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, d'un premier exemple d'animaux
qui, d'une certaine manière, défie la classification binaire, animaux domestiqués, animaux sauvages. Mais se présente un autre cas, encore plus complexe. Prenons-en connaissance grâce encore à Gaius. La nature des abeilles est aussi sauvage. Ainsi, si elles s'arrêtent sur notre arbre avant que nous les ayons enfermées dans une ruche, elles ne sont pas plus censées être à nous que des oiseaux qui auraient fait leur nid dans notre arbre. Par conséquent, si un autre les enferme, il en devient le propriétaire. Donc, premier paragraphe, les abeilles, on en devient propriétaire seulement si on s'empare des abeilles. Ce n'est pas suffisant que les abeilles ont fait leur ruche, leur nid sur un arbre qui nous appartient parce qu'il est dans notre fond. Il faut qu'on s'empare directement, physiquement, de l'essaim. Les rayons de miel aussi, si elles en ont fabriqué, n'importe qui peut s'en emparer sans commettre de vol. Mais, comme nous l'avons déjà dit plus haut, celui qui entre dans le fond d'autrui peut, à bon droit, en être empêché par les propriétaires qui aura prévu ces cas. Donc, il n'y a pas de lien entre la propriété du fond et la propriété des animaux sauvages ou de ceux que les animaux sauvages fabriquent. L'essaim d'abeilles qui s'est envolé de notre ruche est considéré comme nous appartenant tant qu'il est dans notre champ de vision. On arrive au cœur de la question. Donc, l'essaim d'abeilles qui s'est envolé de notre ruche, donc nous avons pris possession d'un essaim d'abeilles, les abeilles s'envolent, il est considéré comme nous appartenant tant qu'il est dans notre champ de vision et qu'il n'est pas difficile de le poursuivre. Autrement, il devient la propriété de celui qui l'occupe, qui s'en empare. Alors, je pense que jusqu'ici, tout est clair. Il ne s'agit que d'application de principes que nous connaissons bien. Les abeilles ont une nature sauvage, ce point de départ, nature sauvage. Si nous en prenons possession, nous en devenons propriétaires. Mais nous ne restons propriétaires que tant que nous en avons la garde. C'est un principe qui vaut pour tous les animaux sauvages. Cette garde ne doit pas nécessairement être continue et strictement physique. C'est ça le problème, parce que sinon, ce serait un peu, disons, presque grotesque de concevoir un droit de propriété, mais qui ne dépendrait que d'un contrôle physique constant sur l'animal. Donc, on relâche un peu ce lien qui devrait nous permettre de garder sous notre contrôle l'animal en disant qu'il reste sous notre garde tant qu'il reste dans notre champ de vision. Tant que les abeilles restent sous nos yeux, elles nous appartiennent. Sinon, quelqu'un d'autre peut en prendre possession sans commettre de vol. Alors, avant d'aller plus loin, une remarque peut-être convenable, si l'on considère l'apiculture comme une activité économique, ce qu'on doit bien sûr faire, on se rend compte que la question traitée ici par Gaius n'est pas du tout seulement théorique, c'est une question pratique. Il s'agit de savoir dans quelle mesure un apiculteur peut considérer comme siennes les abeilles qui sont sa source de revenus, tout simplement. Mais avoir dit que les abeilles nous appartiennent tant qu'elles sont sous nos yeux ne résout en rien la question de fond si on considère que les abeilles s'éloignent souvent pour aller boutiner du pollen. Avant de comprendre comment les juristes ont abordé ce problème majeur concernant les abeilles,
essayons d'entrer dans la vie des abeilles du point de vue, pas des abeilles malheureusement, mais des anciens. En fait, on parle souvent d'occuper, de prendre possession d'un essaim. On a entendu souvent parler de ça, et je vous ai souvent poussé à avoir à l'esprit ce fait, ce phénomène. Donc en théorie, c'est facile, mais en pratique, comment fait-on? Alors, donc, lisons, appuyons-nous encore sur ce grand propriétaire terrain qui était Columelle, qui a écrit ce traité d'agriculture. Voici comment on parvient à découvrir un essaim. D'abord, il faut s'assurer, je décline toute responsabilité, je vous le dis dès le départ. D'abord, il faut s'assurer de combien ces essaims sont éloignés. Donc, celui qui veut s'emparer, il faut qu'il calcule où se trouve cet essaim. Et pour cela, il faudra agir ainsi. On coupera un bout des roseaux, à chacune des extrémités duquel on laissera subsister un nœud. Donc, un roseau, il s'agit de plantes de différentes espèces qui normalement croient dans des sols humides. Donc, par exemple, on peut prendre en France l'espèce de la canne de Provence, par exemple, donc tige creuse rigide, assez longue. Alors, on prend ce roseau, on percera le roseau par la côte, donc on fait un trou, on y introduira un peu de miel ou de vin cuit et on le placera près de la fontaine où les abeilles viennent. Ensuite, quand attirées par l'odeur de cette douce liqueur, plusieurs abeilles seront entrées par l'ouverture. Je sais que vous êtes fascinés par les styles de ce traité d'agriculture. Donc vous voyez qu'il y a à la fois l'enseignement technique et l'éloquence. Plusieurs abeilles seront entrées par l'ouverture, on enlèvera les roseaux, on appliquera le pouce sur le trou, donc quand elles sont rentrées, on ne laissera fuir qu'une des prisonnières. En s'échappant, celle-ci indiquera à l'observateur la direction qu'il doit prendre. En tant qu'il le pourra, il la suivra dans son vol. Lorsqu'il cessera de la voir, parce que pour l'homme, ce n'est pas facile de repérer l'abeille en vol, il en laissera partir une autre, et si elle suit la même route que la précédente, il continuera sa recherche. Dans les cas contraires, il découvrira le trou du roseau et rendra la liberté à un troisième, puis un quatrième. Il remarquera alors vers quel lieu le plus grand nombre de ces abeilles s'est dirigé. Il les suivra jusqu'à ce qu'elle les conduit au lieu où sera caché l'essaim. Si c'est une caverne qui lui sert de refuge, on l'enchasse au moyen de la fumée et quand il en est sorti, on l'arrête en frappant sur des vases d'airain. Effrayé par ce son, il va aussitôt se grouper sur un arbuste, soit sur la partie la plus élevée des arbres. Là, dans une ruche préparée à cet effet, il est recueilli par celui qui l'a atteint. Bon. Nous savons maintenant comment nous emparer d'un essaim. Nous savons que les abeilles restent à nous tant qu'elles sont sous nos yeux. Donc nous savons comment commencer à en être propriétaire. Le moment, à la fin de ce récit de Columelle, c'est lui qui a préparé la ruche sur l'arbre où l'essaim, en fuyant de la caverne, s'est réfugié. Bon, le moment où
notre apiculteur s'est emparé de la ruche, il est devenu propriétaire des abeilles qui sont dedans. Donc nous savons comment on peut commencer à être propriétaire, mais ensuite, nous savons que les abeilles restent à nous tant qu'elles sont sous nos yeux. Donc quand elles sont dans la ruche, quand nous écoutons le bruit de l'essaim, nous savons qu'elles sont dans la ruche, elles sont à nous. Mais nous savons aussi que précisément parce que les abeilles s'éloignent souvent de la ruche, cette règle n'est pas très utile. N'est pas très utile parce qu'elles s'éloignent souvent. Et donc, est-ce qu'il faut comprendre que toutes les fois que les abeilles s'éloignent, nous en perdons la propriété? C'est ça le problème. Après tout ce qu'on a fait pour s'en emparer. Alors, c'est un problème qui ne concernait pas seulement les abeilles. Et nous allons le voir avec l'aide de notre Gaius. La nature des paons et des colombes est sauvage. Peu importe, à cet égard, que ces oiseaux aient l'habitude de s'envoler et de revenir. Car les abeilles font de même, et pourtant, elles ont, sans aucun doute, une nature sauvage. Certains ont aussi des serres apprivoisées au point qu'ils vont dans les forêts et en reviennent. Cependant, personne ne nierait que leur nature aussi est sauvage. Par rapport aux animaux qui ont l'habitude de s'en aller et de revenir, on a accepté la règle suivante, à savoir qu'ils sont considérés comme étant à nous aussi longtemps qu'ils ont l'intention de revenir. Dès qu'ils ont perdu cette intention, ils cessent de nous appartenir et deviennent la propriété de ceux qui s'en emparent. Ils sont censés avoir perdu l'intention de retour quand ils ont abandonné l'habitude de revenir. Bon. Ce texte se compose de deux parties. Alors, dans la première, il s'agit d'établir, j'attire votre attention sur le schéma de raisonnement. Il s'agit d'établir dans la première partie la nature des paons et des pigeons. En effet, on aurait pu penser que compte tenu de leur lien avec le basse-cour, ils étaient considérés comme des animaux domestiques. Paons, pigeons, colombes. Mais les juristes affirment qu'ils sont sauvages. Ils sont sauvages, malgré ce lien avec un lieu humain. Et comment ils arrivent à faire à cette conclusion? Ils prennent les abeilles comme paramètre. Comme ce sont des insectes, personne ne pourrait les soupçonner d'être des animaux domestiques. Gaius ajoute qu'un phénomène de va-et-vient s'est produit également avec d'autres animaux incontestablement sauvages, comme les cerfs, qui peuvent s'habituer à venir régulièrement chercher de la nourriture de la main de l'homme. Mais après, ils disparaissent dans la forêt pour un peu de temps, et après, ils retrouvent leur liberté naturelle. Bon, donc ils ont le même comportement que les colombes, mais les cerfs et les insectes sont bien évidemment des animaux sauvages. Donc, ils en tirent la conclusion que même les colombes, par ce fait de revenir, ne deviennent pas des animaux domestiques. Donc, c'est le raisonnement du juriste. Ça vaut plus que 1000 mots pour expliquer qu'est-ce que les Romains étaient.
Et c'est pour ça qu'il faut réactiver les pensées des gens qui ont pu faire des chefs d'œuvre de cette envergure. Bon, à ce stade, Gaius passe à un autre thème centré précisément sur cette caractéristique commune du va-et-vient. Il faut réactiver leur pensée même lorsqu'on n'est pas d'accord, hein, que ça soit bien clair. Mais il faut repenser ce qu'ils ont pensé. Cette attitude éthologique des Romains conduit les juristes à élaborer la règle selon laquelle, même si ces animaux, colombes, paons, abeilles, cerfs, ne sont plus dans notre champ visuel, ils restent à nous, tant qu'ils ont l'intention de revenir. Donc, ils ont forgé une règle qui, vous voyez, n'est pas la règle qui dit qu'il s'agit d'animaux qui sont toujours dans notre propriété. Ce sont les animaux domestiques. Ce n'est pas la règle qui dit que pour qu'ils restent dans notre propriété, il faut qu'ils restent sous notre garde. C'est une règle intermédiaire qui dit que tant qu'ils reviennent, qu'ils ont l'intention de revenir, ils sont à nous. Donc c'est une règle qui s'adapte aux caractéristiques de l'animal. Donc, même si ces animaux, colombes, abeilles, cerfs, ne sont plus dans notre champ de vision, ils restent à nous tant qu'ils ont l'intention de revenir. C'est comme si ces animaux se portaient eux-mêmes garants de leur possession. Mais le problème qui se pose est évidemment de savoir comment lire dans leurs pensées. C'est ça le vrai problème. Et là encore, les juristes font preuve d'un grand pragmatisme. Tant que l'on peut constater que ces animaux continuent à revenir, cela signifie qu'ils ont l'intention de revenir. Tant qu'ils reviennent, cela veut dire qu'ils ont l'intention de revenir. En clair, s'ils vont et viennent régulièrement depuis des semaines et qu'aujourd'hui ils s'éloignent, on peut supposer qu'ils reviendront. Et pourquoi c'est important? Parce que si quelqu'un les intercepte alors qu'ils se sont éloignés et s'en empare, il commet un vol. Ce que nous lisons dans Gaius est en effet le point final d'une discussion. C'est les points les plus simples, mais c'est les plus difficiles à saisir, parce que je vous ai présenté un certain nombre de textes. Alors, c'est le point final de la discussion. Donc, je vous ai présenté déjà le final du film. Donc, il faut après revenir en arrière, parce que c'est la façon dont on est arrivé au final qui est le plus important. Sinon, on ferait qu'entrer au cinéma les dernières 5 minutes. On ne fait pas ça. Donc, on aime voir comment on y arrive. Donc, ce que nous lisons dans Gaius est le point final d'une discussion. Un autre texte nous apprend que les abeilles n'avaient pas été toutes de suite incluses dans cette règle. Donc, les abeilles, donc, il y avait la règle, mais les abeilles n'étaient pas censées rentrer dans cette règle. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être envisager pourquoi les abeilles et pas par exemple les colombes, elles ne rentraient pas dans cette règle. Les juristes ne pensaient pas qu'elles rentraient sous cette règle. C'est là tout le problème. Alors, je vous ai souvent dit que la littérature juridique romaine est agonistique, qu'elle est parsemée de disputes entre juristes d'opinions contradictoires. Le droit romain a progressé en grande partie par les biais des discussions raisonnées entre experts. Nous pouvons maintenant voir l'une de ces disputes.
elle oppose dans un dialogue à distance deux grands juristes, Proculus et Celsus, le fils. Je dis que c'est une dispute qui les oppose à distance, parce que, comme vous voyez ici, ils n'étaient pas du tout contemporains. Je dirais presque que Cels naît au moment où Proculus disparaît. Donc, peut-être 2-3 générations de distance. Proculus naquit à l'époque d'Auguste, tandis que Cels fut consul en 129 après Jésus-Christ. Donc, la fiction que nous allons lire dans le texte d'Ulpien, elle a eu lieu par les biais des livres. Donc, Cels a discuté une opinion de Proculus qu'il lisait dans des livres. Et donc, les livres sont l'espace nécessaire pour qu'une discussion sur les droits ait lieu. Donc, c'est un espace, je dirais, co-substantiel au droit romain, l'espace littéraire. Et nous connaissons, disons, la fin de cette dispute par les biais des Gaius, et nous l'avons déjà lu, mais nous allons la connaître de plus près par les biais d'Ulpien. Donc vous voyez, il y a une chaîne presque assez longue d'opinions qui sont relayées, qui sont discutées, et disons, lorsqu'on parle de littérature juridique, on comprend très bien que ce n'est pas seulement quelque chose d'externe, c'est le support matériel d'une pensée, mais c'est les lieux mêmes où cette pensée peut être élaborée. Alors, dernière remarque, Proculus et Cels appartiennent à une même école. Alors, il faudrait peut-être développer davantage qu'est-ce qu'une école juridique. On pourrait se dire que c'est un courant de pensée. Et il y en avait deux majeurs dans la jurisprudence romaine, justement les sabiniennes et les proculiennes. Les proculiens prenaient leur nom de Proculus, donc c'était un juriste éminent. Mais Cels, 2-3 générations après, était à son tour devenu le chef de file de cette école. Donc c'est une discussion qui a lieu entre deux représentants de la même école, ce qui est, à mon sens, très agréable. J'aime pas l'autorité du savoir, et donc c'est-à-dire j'aime l'autorité du raisonnement, j'aime pas l'autorité en tant que telle. Et donc c'est intéressant parce que cela montre qu'appartenir à une école ne signifiait pas être pied et poing lié aux opinions du maître. C'est Ulpien, comme je viens de vous le dire, qu'un siècle plus tard rapporte cette controverse, et un petit détour un peu compliqué, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, pourquoi c'est important pour moi de le mettre en avant. Nous ne connaissons pas le texte par le biais du digeste, le texte d'Ulpien par le biais du digeste, mais nous le connaissons par le biais d'un autre ouvrage qui s'appelle La comparaison des lois de Moïse et des lois romaines. Donc c'est un recueil de textes dans lesquels il y avait aussi ce texte d'Ulpien. Cet opuscule avait pour objet de montrer les concordances, l'harmonie entre des lois du Pentateuque, les lois dites de Moïse, et les lois romaines. La fonction de cet opuscule est très discutée, comme tous les sujets qui ont, disons, portée religieuse.
À mon avis, cette comparaison a été écrite par un chrétien au IVe siècle après Jésus-Christ, alors que le christianisme triomphait, pour montrer, donc le but, c'était de montrer qu'après tout, ce droit dont les Romains étaient si fiers n'était pas une invention des Romains, après tout, parce qu'il avait été précédé par des règles similaires déjà dans l'Ancien Testament. Donc c'était une sorte d'autolégitimation de la pensée chrétienne, de la tradition chrétienne, par rapport à un produit intellectuel assez marquant de la civilisation romaine. Alors, c'est là, disons, l'objet de cet opuscule n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Et ce que je veux souligner, c'est que ce même passage d'Ulpien, que nous lisons ici, existe aussi dans le digeste de Justinien. Mais on n'en retrouve dans le digeste que 2 lignes, la fin. Donc, ce que les compilateurs de Justinien ont décidé de faire, c'est d'accueillir seulement la solution du problème, mais de ne pas montrer la controverse, de ne pas montrer comment on était arrivé à la résoudre. Et on comprend pourquoi, parce que toute controverse produit une autre controverse, et l'auteur d'un code, comme Justinien, parce que le digeste était censé avoir une force de loi, l'auteur d'un code souhaite redonner de la certitude au droit et non pas amener ses lecteurs à se poser à nouveau la question de savoir qui avait vraiment raison entre les 2 juristes en désaccord. C'est dire que malheureusement, les controverses qui sont peut-être la partie intellectuellement la plus stimulante de la littérature juridique romaine ont été d'habitude et pour la plupart supprimées dans le digeste de Justinien. Et on voit dans cette démarche l'anticipation de ce qu'est un code d'aujourd'hui, parce que dans les codes, on ne retrouve que les règles, on ne retrouve pas le raisonnement qui est derrière les règles. Et donc le digeste n'est que l'anticipation, la préfiguration de ce genre d'écriture de la loi. Alors, comme elles sont très rares, les controverses, lorsque certains par chance ont été conservés, elles méritent d'être lues avec attention, ce que nous allons faire tout de suite. De la même manière, Cels, dans le 37e livre de ses digestes, écrit « Si, lorsque mes abeilles ont volé vers les vôtres, vous les avez brûlées, certains juristes, dont Proculus, nient qu'une action puisse avoir lieu selon la loi Aquilia, les abeilles n'étant pas ma propriété. » Mais c'est faux, dit Cels, car les abeilles ont l'habitude de revenir et sont une source de profit pour moi. Mais Proculus s'émut de ce qu'elles ne sont ni apprivoisées ni, par ailleurs, enfermées. Cels, lui, remarque qu'il n'y a pas de différence entre les abeilles et les colombes qui, si elles fuient la main, s'enfuient pourtant vers la maison. Le récit agencé par Ulpien restitue à la divergence d'opinion presque la cadence d'un débat avec le juriste le plus ancien, Proculus, qui parle en premier, et les plus récents, Cels, qui portent ces objections. Bien évidemment, c'est un agencement d'Ulpien. L'affaire, c'est-à-dire le cas d'espèce, est assez simple, même si elle n'est pas exempte d'incertitude.
on ne sait pas en effet si mes abeilles ont été brûlées par toi sur les chemins vers les tiennes ou, comme le texte pourrait aussi le signifier, après que les deux essaims s'étaient déjà confondus. Mais dans ce qui suit, la confusion entre deux essaims n'est jamais prise en compte, ce qui laisse supposer que cette circonstance est sans rapport avec le cas d'espèce et sa solution. Donc il peut arriver, mais ce n'est peut-être pas le cas que les juristes avaient à l'esprit lorsqu'ils ont abordé cette question. Alors, donc, nous procédons comme si les deux essaims ne s'étaient pas encore mélangés lorsque le voisin a brûlé le mien. Brûlé. Je pense que vous vous souvenez que Columel avait dit que pour faire sortir les abeilles de la caverne, il fallait les enfumer. Et donc vous voyez l'utilisation du feu, de la fumée. Alors, vous savez que la loi Aquilia protège le propriétaire d'un bien, animé ou inanimé, contre les dommages injustifiés causés par un tiers. Brûler la chose d'autrui tombe sans aucun doute sous cette loi. On ne peut pas brûler impunément la chose qui appartient à un tiers. Dans les cas des animaux sauvages, ce n'est pas la protection renforcée du premier chapitre de la loi qui s'appliquerait, sauf, vous me direz, pour les éléphants et les chameaux, qui sont des animaux sauvages, mais dont la protection tombe sous le premier chapitre. Mais normalement, les animaux sauvages tombent sous le troisième chapitre, la troisième disposition de la loi Aquilia. En tout cas, c'est un peu moins renforcé, mais c'est quand même puni. On ne peut pas tuer ou même endommager, blesser l'animal sauvage qui appartient à autrui. Donc, c'est clair. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le vrai problème est ailleurs. Seul, selon la loi Aquilia, seul le propriétaire est indemnisé et peut agir en vertu de cette loi. Seul le propriétaire. Alors, toute la question est de savoir si je peux me considérer comme le propriétaire des abeilles qui ont été brûlées lorsqu'elles étaient en vol vers les tiennes. Est-ce que je suis le propriétaire? Donc, est-ce que le moment où elles ont été brûlées, est-ce que j'étais le propriétaire? Alors, pour certains juristes, alors, je le répète, peut-être tout le monde a bien compris, mais je le répète, donc on peut se dire elles sont sauvages, donc normalement je reste propriétaire de mon animal sauvage, et dans ce cas des abeilles, quand je les ai, elles sont sous ma garde. Donc si elles sont enfermées dans une boîte, elles sont à moi, pas de question. J'en suis le propriétaire. Si quelqu'un vient et s'empare de la boîte, il commet vol, ou si il détruit, il brûle la boîte avec les abeilles, il tombe sous la peine de la loi Aquilia. C'est clair. On pourrait se dire, même si les abeilles sont sorties de la ruche, si j'en garde si elles restent dans mon champ de vision, et si je pourrais à la limite les poursuivre et m'en emparer à nouveau, donc elles restent sous ma garde, elles sont à ma propriété. Donc c'est la règle générale. Oui, on pourrait se dire, elles restent à ma possession, sous ma garde, cette garde éloignée par le biais du regard, ce qui n'est pas le moindre des moyens pour avoir un lien avec autrui, mais dans ce cas, il n'y a pas cette situation. Les abeilles se sont envolées de la ruche et moi, le je de ce cas, n'a pas un contact visuel avec les abeilles. Donc, elles ont été brûlées par les voisins,
mais je n'ai pas assisté à la scène. Donc les abeilles étaient en vol et je ne les voyais pas. Est-ce que je peux me considérer leur propriétaire? Si oui, j'ai droit à agir en justice par le biais de la loi Aquilia, sinon, il a pu brûler les abeilles, pas mes abeilles, mais les abeilles, sans être puni par la loi Aquilia. Donc ça, c'est le problème. Alors, justement, selon Proculus, et selon d'autres juristes aussi, je ne peux pas être considéré, envisagé comme le propriétaire de ces abeilles. Et donc, je n'ai pas recours à la loi Aquilia. Et donc, le voisin, impunément, a brûlé les abeilles. Cels, dans son œuvre intitulée Digeste, donc vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a plusieurs ouvrages des juristes classiques qui s'appellent Digeste, notamment celle de Cels, celle d'Alphénus, à l'époque républicaine, l'œuvre de Julien, qui porte ce titre, qui a été, dont s'est emparé Justinien pour nommer sa propre anthologie. Donc c'est un titre qui était déjà dans la littérature classique. Et il s'agissait d'œuvres très importantes, donc c'est pour ça que Justinien choisit de baptiser son propre livre avec ce titre. Alors, Cels, dans ses digestes, considère que cette opinion est erronée. Il est très tranchant, mais pas seulement dans ce texte. Cels est quelqu'un d'assez, disons, il n'étarie pas disons, des remarques assez fâcheuses pour ses collègues. Il considère que cette opinion est fausse, puisque les abeilles ont l'habitude de revenir, et, ajoute-t-il, puisqu'elles sont fructueuses pour moi. Le premier propos de Cels, les abeilles ont l'habitude de revenir, nous comprenons, même si c'est vraiment très très bref, nous comprenons ce qu'il veut dire. C'est une manière synthétique pour dire que Cels connaissait déjà la règle dont parlera ensuite, après lui, Gaius. Il la connaît déjà. À savoir que les animaux sauvages sont considérés comme étant en nous aussi longtemps qu'ils ont l'intention de revenir. Cels sous-entend que cette règle s'appliquait aussi aux abeilles. Il veut dire, mais il faut appliquer cette règle aussi aux abeilles. Il y a cette règle, appliquons-la aux abeilles. Il faut faire attention, je vous en prie, Gaius nous dit que la règle s'appliquait aux abeilles. Mais évidemment, quelques années avant lui, au moment où Cels écrivait, vous savez que les instituts de Gaius ont été écrites aux alentours de 161 après Jésus-Christ, Cels était consul 30 ans avant. Donc il y a un petit décalage entre l'ouvrage de Cels et celui de Gaius. Donc au moment où Gaius écrit, la question était tranchée, on appliquait cette règle aux abeilles, mais au moment où Celsus écrivait, il y avait une controverse. Et justement parce que Proculus et d'autres juristes s'y opposaient. Alors, donc, premier argument, il y a cette règle, il faut l'appliquer aux abeilles. Deuxième argument, les abeilles sont fructueuses pour moi. C'est un peu plus compliqué de comprendre qu'est-ce que cet argument devrait signifier. En soi, ce n'est pas surprenant, parce qu'il ne faut pas oublier que ces insectes ont fourni une matière première sucrée, le miel, à une civilisation romaine, qui ne connaissait pas encore le sucre. Donc c'était une source de revenus très importante.
Alors peut-être le juriste a-t-il simplement voulu souligner que les abeilles, en tant que source de revenus, sont susceptibles d'une évaluation économique, que leur perte entraîne un dommage à l'apiculteur, qui doit être indemnisé par la loi Aquilia. Il y a peut-être une autre explication plus ingénieuse, mais je la laisse de côté ici. En tout état de cause, selon le récit d'Ulpien, les deux arguments avancés par Cels ne sont pas encore décisifs. Mais Procolus s'émut de ce qu'elles ne sont ni apprivoisées ni par ailleurs enfermées. Tout se passe comme si Ulpien reprochait à Cels de vouloir remporter une victoire trop rapide sans avoir pris en considération l'objection de Proculus plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Proculus, on pourrait ainsi reconstituer son raisonnement, n'ignorait ni ne critiquait la règle en tant que telle, invoquée implicitement par Cels, selon laquelle on garde la possession, donc la propriété sur les animaux sauvages, tant qu'ils retournent spontanément chez nous. Proculus lui-même, on peut le croire, n'aurait pas hésité à appliquer cette règle aux colombes et aux paons. Son objection porte spécifiquement sur les abeilles. Donc il n'objecte pas à la règle, mais à l'application de la règle aux abeilles. Selon Proculus, cette règle ne s'appliquerait pas aux abeilles, car il existe entre les colombes et les abeilles une différence psychozoologique qui exclut la similitude et empêche l'analogie. Les abeilles, selon Proculus, même si elles reviennent à leur ruche, ne sont pas dociles et habituées à l'homme, comme le sont en revanche les colombes. Donc, pour posséder les abeilles, il faudrait les garder enfermées, c'est ce qu'il écrit, ce qui n'était pas le cas, en l'occurrence, compte tenu que les abeilles, dans le cas d'espèce, avaient été brûlées lorsqu'elles étaient hors de la ruche, en vol. Donc, elles n'étaient pas enfermées. Donc, l'objection de Proculus ne porte pas sur la règle, mais sur l'application de la règle aux abeilles, parce que les abeilles n'ont pas les mêmes caractéristiques que les colombes, auxquelles la règle s'applique. Donc, Proculus ne voyait d'autre solution que d'appliquer aux abeilles la règle la plus stricte qui fait coïncider la possession avec la détention physique et effective de l'animal, ce qui s'y produit lorsqu'elles sont enfermées comme au moment de la capture. C'est une différence de docilité entre colombes et abeilles qui a ému Proculus. Ça serait intéressant de voir l'expression du mauvais, de l'émotion dans le raisonnement des juristes. Là, nous en avons un petit signe. Mais c'est un texte assez exceptionnel. Donc, Proculus, manifestement, parce qu'elle cette différence qui a ému Proculus, parce qu'elle faisait disparaître à ses yeux la similitude entre les deux cas, nécessaire, colombe-abeille, nécessaire pour appliquer analogiquement aux abeilles la règle plus libérale valable pour les colombes, fondée sur l'aptitude et habitude au retour, symptôme à ses yeux d'une certaine accoutumance à l'homme. Pour répondre à l'objection de Proculus, n'oublions pas que ce dernier était le fondateur révéré du courant auquel Cels appartenait. Cels s'éloigne de la précision lexicale propre au langage juridique et recourt à la paronomase, la figure qui consiste à rapprocher des mots de sonorité voisine dans une phrase, par exemple, qui s'excuse, s'accuse. Les colombes, dit-il au sens figuré, si manum refugiunt, domi tamen fugiunt. C'est-à-dire qu'elles fuient la main de l'homme. On ne peut donc pas dire qu'elles soient apprivoisées, et pourtant, elles s'enfuient vers la maison, c'est-à-dire vers le colombier que l'homme leur a mis à disposition. Même dans le cas des colombes, l'habitude de retourner chez elles n'est pas, selon Cels, le reflet d'une docilité aux ordres des hommes. Par conséquent, la différence que Proculus voyait avec les abeilles n'existe pas. La conclusion de donc la règle qui s'appelle aux colombes doit s'appliquer aussi aux abeilles.
Alors, la conclusion, nous la connaissons déjà, la majorité des juristes s'est rangée du côté de Cels, le fils. C'est ce que laisse entendre la façon dont Ulpien lui-même rappelle la controverse en laissant à Cels le dernier mot. Donc, c'est une façon que lorsqu'on laisse à quelqu'un le dernier mot, ça veut dire qu'on pense qu'il a raison, qu'il a dit le dernier mot. Et cette conclusion, avant même Ulpien, avait été pleinement acceptée par Gaius quelques décennies après le moment de la prise de parole de Cels. Alors, cependant, la discussion, on va conclure dans quelques minutes, sur les abeilles a dû être très animée, presque passionnée, car nous la retrouvons, plus ou moins dans les mêmes années où Cels a dû s'exprimer, dans une des grandes déclamations des Quintiliens, la 13e. Les déclamations sont des exercices de rhétorique, du discours imaginaire, fictif, imitant un discours réel, qui peuvent être prononcés, par exemple, au Sénat ou lors d'un procès. C'est le cas ici. La déclamation 13 semble presque nous plonger dans un procès dans lequel le parti se dispute au sujet de l'élimination des abeilles. C'est incroyable parce que c'est un riche et un pauvre qui se disputent parce que le riche, donc les abeilles étaient la seule source de revenus du pauvre, et le riche qui avait des fonds de terre immenses, mais il était agacé parce que les abeilles faisaient du bruit ou souvent entrer dans son terrain pour aller boutiner du pollen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Très simple, il a empoisonné ses fleurs. Donc, les abeilles sont venues boutiner, donc elles sont mortes. Et on lit dans cette déclamation une incroyable description de la mort, des différentes façons de mourir des abeilles. Donc, c'est vraiment un discours. Il faut comprendre que les anciens n'avaient pas beaucoup de moyens de s'amuser. Donc c'était aussi par ces discours qu'il trouvait des raisons pour vivre. Et ce discours est placé, disons, la posture de ce discours, c'est comme si c'était l'avocat du pauvre qui expliquait les raisons pour lesquelles il fallait que le riche l'indemnise. Donc, c'est dans le cadre, plus ou moins, de la loi Aquilia. Et c'est un texte, comme je vous l'ai dit, puissant, qui nous permet de mesurer à quel point les juristes étaient intégrés dans une culture, droit, culture, société de la Rome antique, partagée par l'ensemble de la classe dirigeante, où les échanges étaient continus de la poésie à la rhétorique, de la rhétorique au droit, et du droit à la rhétorique et à la poésie. Nous ne pouvons pas le lire ni l'étudier en détail maintenant, peut-être le ferons-nous lors d'un cours une autre année, mais aujourd'hui, je voudrais en tirer une seule remarque. Dans la déclamation, l'avocat qui soutient la position de Cels, l'avocat du pauvre, pour montrer que les abeilles doivent être considérées en propriété jusqu'à leur retour, insiste sur la rationalité des abeilles. Il insiste sur la rationalité, donc il y a une description de la vie en société des abeilles. Leur organisation sociale, sur le fait qu'elles imitent l'homme avec leur roi, car les Romains pensaient que le chef de la ruche, c'était un mâle, pas une reine, avec leur sénat, leurs guerriers, leurs ouvriers. L'avocat de la déclamation emprunte donc le chemin inverse de celui de Cels. Cels, pour dire que la règle du retour s'applique aussi aux abeilles, tout comme elle s'applique aux colombes, choisit d'abaisser le degré de domesticité des colombes. Il dit qu'après tout, les colombes ne sont pas vraiment apprivoisées. Donc vous voyez que les déclamateurs essayent de hausser le degré de rationalité des abeilles, tandis que Cels fait l'inverse, il abaisse le degré de rationalité des colombes. Elles ont peur,
c'était la fin, la paronomase de Cels. Elles ont peur de la main de l'homme, mais elles fuient instinctivement vers la demeure que l'homme leur a préparée, leur perchoir. Alors ici, une fois de plus, nous constatons, comme auparavant avec Aristote et la moralisation des éléphants et des chameaux, que les juristes ne sont pas du tout enclins à fonder leur solution juridique sur l'idée que les animaux ont une intention, un entendement et encore moins une rationalité. Ils se contentent de considérer leur capacité à effectuer un travail, cas des éléphants et des chameaux, et à produire un revenu, cas des abeilles, mais aussi des colombes. Et d'observer, ils se contentent d'observer leur comportement de l'extérieur. Tant qu'ils ont l'habitude de revenir, ils demeurent dans la possession de l'homme. Peu importe pourquoi ils reviennent, ce qui compte, c'est le fait. D'une certaine manière, c'est une déception, car après avoir tant vu les juristes se pencher sur la psychozoologie, on se rend compte qu'ils ne s'intéressaient pas à la sensibilité des animaux, mais seulement à la régularité de leur comportement. Mais c'est aussi une leçon utile. D'abord, elle nous apprend, une fois de plus, que convoquer les droits romains pour aider à protéger les animaux est probablement une stratégie contre-productive. Et puis, cela nous apprend quelque chose sur les droits en tant que tels. Les droits ont besoin de régularité, d'éléments extérieurs de ceux qui se voient. C'est sa limite, mais aussi sa force, son barrage contre l'arbitraire. Il peut paraître surprenant que nous ayons appris tout cela en suivant ce chemin d'un texte à l'autre. En réalité, c'est exactement ce que nous devons faire lorsque nous étudions l'Antiquité, et peut-être toujours. Comme le disait Sénèque, nous devons imiter les abeilles qui volent de fleur en fleur pour choisir les bonnes afin de faire du miel. Comme les abeilles laborieuses, nous aurons 2 semaines de pause. J'aurai le plaisir de vous revoir si vous souhaitez revenir, je l'espère, le 10 mai. Merci.